Le petit déjeuner politique. 7h45, le petit déjeuner politique de Sibeth Ndiaye, qui est porte-parole du gouvernement. Bonjour Sibeth Ndiaye. Bonjour. On va parler des nouvelles manifestations aussi de la semaine dans un instant, mais avant cela, la phase 2 aussi du déconfinement, le bilan un petit peu en quelque sorte. Est-ce que les régions orange vont bientôt repasser au vert, comme le réclament certains, et notamment Anne Hidalgo par exemple à Paris? Je suis toujours très étonnée quand des responsables politiques réclament le fait que telle région passe du orange au rouge, passe du rouge au vert à l'époque et maintenant du orange au vert. C'est un peu comme si c'était les responsables politiques qui décidaient de la circulation du virus. En fait, il y a des indicateurs sanitaires qui sont connus, qui sont transparents, et c'est eux qui déterminent les seuils de vigilance. Donc on a partagé très largement lors de la conférence de presse du Premier ministre quels étaient ces indicateurs, quels étaient leurs seuils de vigilance. Donc c'est pas moi et c'est pas Anne Hidalgo qui allons décider du basculement de la région Île-de-France du orange au vert. Ce seront les indicateurs sanitaires et eux seuls. Oui, et pour l'instant, ces indicateurs ? Alors, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Le déconfinement dans sa phase 2, il a commencé il y a 2 jours. Ouais. Donc, il faut laisser du temps au temps. Et c'est vrai qu'on a de l'impatience quand on fait de la politique parce qu'on voudrait que d'un coup d'un seul, on bascule d'un monde à un autre. Mais en fait, la vie du virus et sa temporalité, ça n'est pas celle de la politique. Oui, et donc, il y aura une décision quand alors à peu près? Alors, on se reverra et on refera le point à la fin du mois de juin, avant la date limite du 22 juin qu'on a donnée pour cette seconde phase. Nous ferons à nouveau un bilan avec les indicateurs sanitaires et le conseil scientifique et nous déciderons en fonction de ces indicateurs de la suite. Oui, parce que l'école aussi, Jean-Michel Blanquer, le ministre, parle de souplesse, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que 80% d'ouverture pour l'instant et environ seulement 20% d'élèves. Les enseignants doivent retourner dans les établissements? Évidemment, nous souhaitons que le maximum d'enseignants puissent être présents. Évidemment, il faut aussi que leur sécurité sanitaire soit garantie. Certains présentent des fragilités vis-à-vis du Covid-19 ou vivent avec des personnes qui présentent des fragilités. Il est hors de question de les mettre en danger de toute évidence. Mais ce que je constate, c'est que certaines mairies ont surinterprété le protocole sanitaire. Vous avez des endroits, vous avez des classes avec 5 élèves, avec 10 élèves, alors que nous savons que nous pouvons aller jusqu'à la quinzaine. Donc ce que nous souhaitons, c'est que les mairies qui n'ont pas encore ouvert leurs écoles puissent le faire le plus rapidement possible. Il y en a très peu désormais par rapport à l'ensemble des écoles, mais il faut qu'elles le fassent. Et celles qui le font, mais avec un excès de prudence, puissent le faire dans le cadre du protocole sanitaire, pas plus, pas moins. Mais et les profs aussi, parce qu'il n'y a que 50% à peu près des profs qui retournent dans les écoles. Est-ce que doivent retourner un petit peu plus aussi? Alors, ça remonte progressivement, mais c'est ce que je vous disais au début. On ne va pas les mettre en danger. Évidemment, on est très respectueux de leur santé et des fragilités éventuelles qui peuvent être les leurs. Mais évidemment, dès qu'ils le peuvent, il faut qu'ils puissent revenir, sachant que de toute façon, lorsqu'ils sont à leur domicile, ils effectuent du travail en distanciel, puisque les élèves qui ne viennent pas à l'école doivent toujours continuer à avoir le service public de l'éducation. Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut attendre les avis scientifiques. La prolongation de l'état d'urgence cet été, est-ce que c'est vraiment envisagé par le gouvernement ou pas? Mais nous devons l'envisager, forcément. Mais nous ne le déciderons que compte tenu des projections, des modélisations que nous aurons sur la situation sanitaire. Et donc, il faut savoir raison garder et avancer très calmement. Aujourd'hui, l'état d'urgence, il se poursuit jusqu'au 10 juillet. On évaluera la situation sanitaire. Tout s'améliore quand même globalement. C'est ce que l'on voit, non? Les indicateurs dans les hôpitaux, un peu partout, dans les urgences, ils ne voient plus de personnes, ou très peu, touchées par le Covid. Mais je ne vous dis pas le contraire, et j'en suis très heureuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, ils ont respecté les règles du confinement, puis du déconfinement, et que tous ensemble, avec les mesures qui ont été prises, on a su faire ralentir et voire même régresser complètement l'épidémie. Mais moi, je ne sais pas lire dans une boule de cristal. Je ne sais pas vous dire l'avenir. Je ne sais pas vous dire s'il y aura une seconde vague ou pas. Et donc, il faut qu'on soit attentifs ensemble. Oui. L'hydroxychloroquine. Alors, l'étude du Lancet, visiblement, est complètement remise en cause. 3 des 4 auteurs hier reconnaissent que finalement, c'est quasiment bidon parce qu'ils n'ont pas eu de bonnes indications. L'OMS change d'attitude aussi. Est-ce qu'Olivier Véran, le ministre, lui, ne s'est toujours pas expliqué pourquoi? Et est-ce qu'il doit s'expliquer? Alors, il faut bien retenir là aussi dans cette affaire que ça n'est pas une décision politique. Moi, j'aimerais bien que sur l'hydroxychloroquine, on arrête de se le jeter à la figure, parce que avant tout, ce sont des médecins et des scientifiques qui doivent évaluer si oui ou non un protocole médical avec l'hydroxychloroquine fonctionne sur la maladie liée au coronavirus. Donc, prenons là aussi les choses avec un peu de calme. Lorsqu'Olivier Véran a fait le choix de suspendre les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine, il s'est appuyé sur un avis de la Haute Autorité de Santé publique, qui elle-même s'était appuyée non seulement sur l'étude du Lancet, mais également sur des études émanant du New England Journal of Medicine,
Medicine, donc une revue britannique, d'autres revues scientifiques qui convergeaient vers l'idée qu'au fond, on n'avait pas d'effet positif pour l'hydroxychloroquine. Et l'OMS qui en avait rajouté aussi. Et l'OMS qui en avait rajouté. Oui, mais depuis, ça a changé. Oui, mais on doit s'appuyer à chaque fois sur des consensus scientifiques pour prendre des décisions. Et c'est ce que nous avons fait lorsque nous avons suspendu l'hydroxychloroquine dans ses essais et dans sa prescription. Par ailleurs, la semaine dernière, Olivier Véran avait écrit au Lancet en demandant à avoir un accès aux données brutes, puisque un doute dans la communauté scientifique internationale existait. On n'a pas encore eu de réponse sur cette demande, et donc on va tranquillement attendre l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de la Haute Autorité de santé publique pour voir comment nous devons ou pas reprendre les essais en France. Mais vraiment, dépassionnons ce débat. Oui. Dépassionnons-le. Dépassionnant. En même temps, ce sont aux politiques de trancher, quoi. Donc Olivier Véran va s'expliquer ou pas ? Mais les politiques ne peuvent trancher que là, Olivier Véran. Non, mais bien sûr, il a beau être médecin et un très bon médecin neurologue, il n'est pas non plus en train de réaliser les essais thérapeutiques sur l'hydroxychloroquine lui-même. Donc il faut avoir des retours du terrain. Et c'est ce que nous attendons et nous verrons ensuite en fonction des avis des autorités médicales. Oui. Mais vous savez, on a trop souvent reproché aux politiques de prendre des décisions sans queue ni tête, uniquement guidées par leur propre intérêt politique, et ce n'est pas ce qu'au fait Olivier Véran aujourd'hui. Oui, Sibeth Ndiaye, venons-en maintenant au plan contre la crise économique. Alors il y a eu les annonces hier sur les aides pour l'apprentissage, 5 000 € pour les mineurs, 8 000 pour les plus grands, pour les plus de 18 ans. Les employeurs disent oui, c'est bien, c'est une bonne chose, mais nous, ce qu'il nous faut, c'est avant tout des chantiers notamment. Quand est-ce que le plan de relance global pour l'économie va être présenté ? Alors ça, je ne peux pas vous le dire parce que ce n'est pas une décision qui m'appartient, elle appartient au président de la République et au Premier ministre. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons la volonté d'abord de consulter les organisations syndicales. On s'est donné une période courte, 15 jours, pour avoir des discussions sur la manière dont on pouvait construire ensemble, chacun en prenant ses responsabilités, une nouvelle donne pour l'emploi. Et ça, c'est déjà un premier pas qui sera un pas important parce que nous savons que la crise qui s'avance devant nous, c'est une crise qui sera terrible. On a vu les derniers chiffres sur notre économie, moins 11,4% de déficit, moins 11% de croissance. C'est des chiffres qu'on n'a jamais connus. Ça fait mal au cœur parce qu'en début d'année 2020, on partait plutôt sur de bons rails. On avait un faible déficit, on avait une belle croissance, on retrouvait le chemin de l'emploi. Donc ça, c'est difficile. Mais on a pris un coup un uppercut au foie. Maintenant, il faut aller de l'avant. Ouais. Demain, il faut qu'on puisse redonner confiance, des signaux de confiance aux entrepreneurs. Et je comprends, moi, votre entrepreneur tout à l'heure qui disait mais si j'ai pas de contrat, je m'en sors pas. Pour avoir des contrats pour le BTP notamment, il faut que la commande publique puisse repartir. Donc là, on a dans une grande partie des municipalités pu élire les maires, ceux qui étaient élus au premier tour. Ça va être bientôt le cas pour ceux du second tour. Et donc là, on va pouvoir réamorcer la pompe. Et j'appelle aussi les collectivités locales à délivrer des permis de construire pour que le BTP puisse aussi avoir les contrats dont il a besoin. Oui, bon, et pas de date pour l'instant sur l'annonce, quoi. On verra dans les jours qui viennent, quoi. Tout à fait. Bon, les manifestations contre les violences policières, de nouveaux appels pour demain dans toute la France. L'acteur Omar Sy qui lance une pétition et réveillons-nous, dit-il. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pense qu'il a raison. Je ne partage pas tout de ce qu'il dit dans sa tribune, mais je pense qu'il a raison dans le sens où on parle là de racisme dans la police. Moi, je ne crois pas que la police française soit raciste de manière organisée. Qu'il puisse y avoir des individus qui sont racistes, ça existe, j'allais dire, dans tous les corps sociaux de la République. Quand vous êtes noir ou originaire d'une minorité ethnique, vous avez plus de difficultés à trouver un emploi, plus de difficultés à trouver un logement. Et le cas échéant, peut-être que vous avez un rapport à la police qui est un peu modifié, en particulier dans certains quartiers. On ne va pas se voiler la face, c'est une réalité. Mais je ne veux pas non plus laisser dire qu'il y aurait un racisme d'État organisé, parce que ce n'est pas vrai. Je suis une femme noire, qui fait de la politique, j'ai été étudiante en France, et je ne peux pas laisser dire ça de mon pays. Vous avez eu beaucoup d'obstacles sur votre chemin parce que vous étiez noire, Sibeth Ndiaye, ou pas ? Je pense que j'ai... Vous savez quoi ? La première fois que je me suis rendu compte, je vais vous faire une confidence. Oui. La première fois que je me suis rendu compte que j'étais noire, c'est en arrivant en France. Oui. Avant, je m'en étais jamais aperçue.
Je vivais dans un pays qui était le Sénégal, où il y avait des Noirs et des Blancs, et où le sujet ne se posait pas de cette manière-là. En arrivant en France, j'ai ressenti que j'étais différente. Est-ce que pour autant, je me suis sentie ostracisée, rejetée? Non, ça n'est pas le cas. Oui, mais quand Bien vous étiez au Sénégal, quand il y avait des Blancs, vous sentiez qu'ils étaient différents aussi, eux-mêmes, et c'était... Non, vous sentez la différence de couleur, elle est évidente. Mais de là à dire que vous les rejetez... Pas du tout ce que moi j'ai ressenti. Mais j'étais une enfant, je suis arrivée en France quand j'avais 15 ans. Vous avez été victime de racisme? Ce que je veux dire, oui, sous certaines formes, pardon. Sous certaines formes, ça peut être la manière dont on vous interroge sur l'endroit où vous vivez. Moi, quand je suis arrivée en France, à l'école, on m'a demandé, enfin au lycée, on m'a demandé si j'avais l'électricité et si je vivais dans une case. Mais c'est aussi une méconnaissance à l'école. C'est aussi une méconnaissance de l'autre. Non, bien sûr. Mais de quoi ça témoigne? Ça témoigne d'une méconnaissance. Le racisme, il s'appuie d'abord sur la peur. C'est quand on ne connaît pas l'autre, quand on ne sait pas qui il est. Et ça, évidemment, que nous devons, tout comme pour l'antisémitisme, le combattre fermement. Et je crois vraiment, quand j'entends Christophe Castaner, qui a eu ces mots, je crois, très forts à l'Assemblée nationale et au Sénat, en disant « aucune faute ne doit demeurer impuni et ne demeurera impuni ». C'est ce que nous devons faire, parce que c'est important qu'il y ait de la confiance entre l'ensemble de la population française et sa police. Oui, avec ce texte d'Omar Sy, qui sur le fond vous dites je suis d'accord avec lui, mais après évidemment il y a des appels, des relais avec des manifestations où beaucoup de revendications sont mélangées. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Il y a des appels demain encore, des rassemblements dans toute la France. Vous craignez? Alors, il y a deux choses différentes dans la question que vous me posez. La première, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée qu'en ce moment, alors que nous sommes encore dans la crise du coronavirus, il y ait des rassemblements avec des milliers de personnes? Je vous avoue, je pense que c'est pas une bonne idée. Si on a interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes dans toute la France et sur la voie publique les rassemblements de plus de 10 personnes, c'est qu'il y a bien une raison. On voit dans ces manifestations spontanées ou organisées sans autorisation que tout le monde n'a pas de masque, mais en même temps, même quand on a un masque et qu'on crie très fort, on peut avoir des postillons qui passent. Donc, d'un point de vue sanitaire, c'est pas une bonne idée. Néanmoins, ce que ces manifestations révèlent, c'est qu'il y a un certain malaise pour au moins une certaine partie des Français. Donc ça, on doit l'entendre et on doit être capable d'y apporter une réponse. Mais vous savez, il faut pas oublier, la police, c'est le corps de l'administration française qui est le plus contrôlé. C'est légitime qu'elle soit contrôlée. Pour demain, vous appelez à l'interdiction totale de ces manifestations, de ces rassemblements. Je pense que ces manifestations, dans un contexte sanitaire qui est le nôtre, elles ne devraient pas se tenir. Elles ne devraient pas se tenir. Il faut qu'on trouve que ces gens qui ont envie de manifester trouvent une autre manière d'exprimer ce besoin-là, parce qu'il faut quand même ne pas oublier la situation sanitaire dans laquelle on est. Oui, et Sibeth Ndiaye, quand hier, dans une lettre liée par France Inter, qui est une chaîne publique, l'écrivain Virginie Despentes affirme « Je ne me souviens pas avoir jamais vu en 50 ans un homme noir ministre », et pourtant, il y a une liste, hommes et femmes, dont vous-même quand même ministre. Est-ce que ça ne ressemble pas à une fausse information pour un appel à manifester justement, voire à la haine, ce que vous dénoncez? Alors honnêtement, je ne vais pas me lancer dans des polémiques avec Virginie Despentes, dont je suis loin pour le coup, dont là je suis loin, assez loin, vraiment loin pour le coup de partager les idées qu'elle développe. Je trouve qu'elle est... je ne ferai pas de commentaires, donc je ne veux pas rentrer dans la polémique. Je pense que c'est un moment qui est un moment où on a des tensions qui sont importantes. On a l'affaire George Floyd aux États-Unis qui sans doute exacerbe les choses, peut-être fait résonner des choses, même si je pense que les situations entre la France et les États-Unis ne sont absolument pas comparables, ni du point de vue de l'histoire de nos deux pays, ni du point de vue du rapport à notre organisation sociale en fonction des origines des individus. Donc je pense vraiment que c'est hors de propos de faire la comparaison. Et je pense que dans le contexte qu'on a, il faut rechercher l'apaisement. Tous ceux qui jettent de l'huile sur le feu en ayant des propos outranciers, qui mentent sur ce qu'est la réalité de notre pays, parce que notre pays n'est pas un pays raciste. Je le dis et je le redis avec beaucoup de force, et je suis heureuse d'y vivre en tant que femme noire. Mais oui, il y a des brebis galeuses. Mais oui, parce qu'il y a sans doute parfois du manque d'éducation, parfois il y a de la peur de l'autre. Il existe du racisme en France. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, et surtout dans nos forces de sécurité intérieure. Sibeth Ndiaye, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, hier, Annie Genevard, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, a dit à notre micro que vos prises de parole décrédibilisaient le gouvernement. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Écoutez, honnêtement, j'ai pas envie de rentrer dans la polémique. Si j'ai bien compris, elle me reprochait d'avoir une réponse qui était honnêtement très loin d'être polémique pour savoir si les sénateurs étaient bien invités ou pas dans les déplacements ministériels.
Dans un temps de coronavirus où tout le monde a dû faire des erreurs pour s'organiser, sachant que évidemment qu'on n'a pas envie dans les délégations ministérielles d'avoir énormément de monde avec les gens qui sont collés les uns contre les autres. Moi tout à l'heure je me déplace au Futuroscope de Poitiers. Je vais dans un endroit où il y a des espaces extérieurs. Je vais ensuite il y aura visiter... des parlementaires de l'opposition. Oui, bien sûr. Enfin en tout cas ils ont tous été invités. Tous les parlementaires ont été invités, les députés, les sénateurs, quelle que soit leur couleur politique. Je vais ensuite dans une hôtellerie de plein air. Je vais visiter 2 campings. On est dans une situation où on est à l'air libre et donc on peut être relativement nombreux en respectant les distances de sécurité. Mais quand vous faites un rendez-vous, puisque je me déplace avec Laurent Pietraszewski à l'intérieur d'une salle fermée, parce que lui va rencontrer des organisations syndicales départementales, bah oui, vous n'êtes pas 150 à l'intérieur. Donc il faut faire preuve de bon sens. Et là, honnêtement, les petites polémiques politiciennes qui, honnêtement, mais n'intéressent pas les Français, elles sont pas à la hauteur du débat politique en ce moment. Merci Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, a été l'invité de Sud Radio ce matin. Restez avec nous dans un instant, le journal de 8.